Bonsoir Joshua Zarka. Bonsoir. Vous êtes l'ambassadeur d'Israël en France. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous présente Gilles Bernstein, éditorialiste politique à France Info Télé, et Luc Brisson, journaliste à la cellule Vrai-Faux de France Info. Luc, on commence avec vous. Ça fait 6 jours qu'Israël a lancé son offensive contre l'Iran avec l'argument que le régime islamique était à 2 doigts de disposer de l'arme nucléaire, un argument que l'on entend depuis plusieurs années maintenant. Oui, exactement. Je propose pour commencer qu'on réécoute Benjamin Netanyahou vendredi dernier quand il annonce l'opération militaire contre l'Iran. Si rien ne les arrête, l'Iran pourrait produire une arme nucléaire dans un délai très court. Cela pourrait prendre 1 an ou seulement quelques mois. Donc voilà, une question de mois avant que l'Iran n'obtienne la bombe nucléaire, ce qui justifie l'intervention. On peut s'interroger sur pourquoi Benjamin Netanyahou, finalement, n'a pas lancé cette opération avant, puisque ça fait 30 ans qu'il répète cet argument. Par exemple, en 1993, il est alors député à la Knesset et il écrit dans une tribune que d'ici 1999, l'Iran produira sa première bombe nucléaire. Une alerte qu'il va répéter devant le Congrès américain en 1996 et aussi en 2002 sur ces images, toujours devant le Congrès américain. Alors que les États-Unis discutent d'une intervention en Irak, Benjamin Netanyahou approuve l'intervention et alerte une nouvelle fois sur le nucléaire iranien. Ce qui nous amène ensuite en 2012. Devant les Nations Unies, Benjamin Netanyahou explique une nouvelle fois que ce n'est qu'une question de semaines avant que l'Iran obtienne l'arme nucléaire. D'ici le printemps prochain, au plus tard l'été prochain, au rythme d'enrichissement actuel, ils auront terminé l'enrichissement intermédiaire et passeront à la phase finale. À partir de là, il ne leur restera que quelques mois, voire quelques semaines, avant d'avoir suffisamment d'uranium enrichi pour leur première bombe. Une question de semaines en 2012, pareil en 2015 et 2018, avant finalement cette intervention, il y a quelques jours, avec ce même argument d'une Iran à 2 doigts d'obtenir la bombe nucléaire. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu une avancée importante ces dernières années. Comment, Luc, on peut connaître l'avancée iranienne en matière de nucléaire militaire ? Il y a en France des politiques qui parlent d'un uranium enrichi à 90%. Oui, c'était par exemple l'argument d'Éric Ciotti, le chef du parti de l'Union des droites, qui a donné ce chiffre. Écoutez-le. Je souhaite que la menace nucléaire iranienne soit éliminée. On est à 90% quasiment de taux d'enrichissement de l'uranium. Alors 90%, pour qu'on comprenne bien, c'est le taux d'enrichissement nécessaire pour fabriquer une bombe nucléaire. Mais quand on regarde les seules données fiables qu'on a finalement, qui sont celles de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, elle explique que l'Iran dispose d'un stock d'uranium enrichi à 60%. Donc ce n'est pas encore le seuil fatidique, bien qu'on s'en approche, de manière très proche. Mais selon le directeur de l'AIEA, ça ne suffit pas pour affirmer que l'Iran est en train de se doter de la bombe nucléaire. Écoutez-le. Bien que l'Iran est un pays, le seul pays au monde qui est en train d'enrichir l'uranium à des niveaux presque militaires, on n'est pas en capacité de dire qu'il existe donc un effort direct vers la fabrication d'une arme nucléaire. Donc, le directeur de l'AIEA explique ne pas pouvoir affirmer que les Iraniens sont en cours de fabrication d'une bombe nucléaire. En revanche, vous, monsieur l'ambassadeur, il y a quelques jours sur le plateau de BFM TV, vous expliquiez qu'Israël était en possession de documents iraniens montrant que le pays développait 5 bombes nucléaires, ce qui justifie, du coup, pour vous, l'opération militaire. Vous avez ces documents, vous pouvez les diffuser ? Alors, excusez-moi, mais vous mélangez un peu les choses. Je suis vraiment désolé de dire ça comme ça. Le Premier ministre, à l'ONU, quand il a fait cette présentation, parlait de suffisamment de matériel fissile pour une première bombe. Il n'a pas dit une première bombe. Il faut bien vérifier vos données. On parlait en 2012 quand il montre le schéma, c'est ça ? Il faut bien vérifier vos données. Il y a une grande différence entre l'arme nucléaire et le matériel fissile suffisant pour l'arme nucléaire. Alors, c'est 2 choses totalement différentes. Mais premièrement, là, je vais essayer de répondre parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très non précises qui ont été dites là. Ensuite, quand j'ai parlé des documents dont j'ai parlé plus tôt sur BFM, je parlais des archives. J'imagine que vous connaissez l'histoire des archives. C'est celle qui date de 2018, c'est ça ? Elles ont été empruntées à l'Iran en 2018. Elles prouvent que l'Iran avait un programme nucléaire très avancé en 2003. C'est quelque chose de différent. Ils avaient déjà ce programme. Et ensuite, une seconde quand même. Et ensuite,
vous parlez de ce qui a été dit auparavant. Et donc qu'à plusieurs occasions, l'Iran avait été à quelques temps, on n'a jamais dit quelques semaines, quand le Premier ministre parlait de quelques semaines, il parlait de la possibilité d'avoir suffisamment de matériel fissile pour une première bombe. Ce n'est pas du tout une première bombe. Ensuite, la dernière chose qui est assez importante, vous dites qu'il faut du matériel fissile à 90% pour avoir une explosion nucléaire. Le premier essai nucléaire qui a été fait par les États-Unis, dont un très beau film a été fait, c'était avec de l'uranium enrichi à 60%. Alors, c'est bien de vouloir présenter les faits, mais il faut quand même être assez précis. Alors, le chef de l'AIEA dit qu'il ne sait pas, qu'il n'a pas les moyens de savoir, alors, lui, une langue... si l'Iran est sur le point de disposer de la bombe ou pas. Vous dites, moi, j'ai les moyens, je le sais. Non, ce que dit il faut le langage de l'AIEA dit je suis capable de dire cela, je ne suis pas capable de dire autre chose. Ça ne veut pas dire que l'autre chose n'est pas là. Alors il dit je suis capable de dire que l'Iran a suffisamment de matériel fissile enrichi à 60%, d'uranium enrichi à 60%, pour une dizaine de bombes. Il dit qu'il n'est pas capable de dire que l'Iran veut faire l'arme nucléaire. Parce que ce n'est pas le rôle de l'AIEA de vérifier si les Iraniens veulent ou ne veulent pas avoir l'arme nucléaire. Mais ce n'est pas le rôle de l'AIEA. L'AIEA fait des comptes de matériel fissile, pas plus. Et vous, État d'Israël, vous avez cette preuve qu'à partir de cet uranium enrichi à 60%, le régime veut et a déjà fabriqué des bombes? Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Personne ne l'a dit. Personne ne l'a dit. Non, c'est personne. Alors, encore une fois, je vais essayer d'expliquer. Dans chaque programme nucléaire militaire, il y a 3 éléments. D'accord? Le premier élément, les missiles. Ils l'ont. Le deuxième élément, on vient d'en parler, le matériel fissile. Le troisième élément, c'est l'élément le plus important, c'est l'armement. C'est prendre ce matériel fissile et en faire une arme, une bombe. Cela, s'il a décidé de le faire, est pratiquement introuvable. Ça se fait dans un bâtiment qui est 2 fois, 3 fois la taille de cette salle. Vous dites s'ils décidaient de le faire, à votre avis, ils ont besoin de combien de temps aujourd'hui pour avoir une bombe? Une fois qu'ils ont pris la décision? Oui. Justement, un des gros problèmes, justement, ce qui a été découvert ces derniers mois, c'est qu'ils se préparaient à commencer ce travail. Et dès qu'ils commencent, essayer de les arrêter est pratiquement impossible. Parce que ça fait dans un bâtiment qui a 4 fois la taille de cette salle, et il n'y a aucun... Indécelable. Pardon? Indécelable. Indécelable, exactement. Ce qui n'est pas le cas du matériel fissile. Alors, donc, si on est en vrai ou faux, il faut vérifier les faits. Mais est-ce que, à part ces documents que vous aviez trouvés en 2018, Non. Des documents de on les a trouvés en 2018. Est-ce que vous avez trouvé des nouveaux documents depuis? Mais ça, je ne peux pas en parler parce que c'est des renseignements. Ceux de 2018 ont été publiés. Et donc, le Premier ministre les avait présentés publiquement. Et dans ces documents, il y a des preuves très concrètes que les Iraniens avaient un programme nucléaire très avancé dont le but était d'avoir 5 bombes nucléaires. Alors. La personne qui avait signé l'autorisation de ce programme, c'était d'abord Khamenei, qui est encore aujourd'hui le guide suprême, et la personne qui sous-signait cela, c'était Rouhani. Et le dernier point, les Iraniens ont arrêté ce programme en 2003 parce que justement les Américains venaient d'envahir l'Irak et avant cela l'Afghanistan, et donc ils avaient peur d'être les prochains qui se feraient envahir. On va avancer, 7e jour de guerre. Le conflit s'intensifie. Pour la première fois depuis le début de cette guerre, un hôpital israélien a été bombardé tôt ce matin à Beersheva, dans le sud du pays. Image commentée par Lounis Kela. Des colonnes de fumée noire s'échappent de l'hôpital Soroka à Beersheva. Les fenêtres des chambres ont été soufflées, un étage entier est éventré. Vers 7h30 du matin, 7 habitants se filment quand un missile s'écrase sur l'hôpital. À l'intérieur, scène de panique, le personnel évacue dans la précipitation. C'était quelque chose d'énorme et j'aurais jamais cru que ça toucherait notre hôpital. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est rendu sur place. Il dénonce une attaque délibérée et criminelle. Nous visons des sites de missiles. Eux, ils visent un hôpital où des patients sont immobiles et ne peuvent même pas bouger.
Ils veulent mener un terrorisme nucléaire, ce qui placerait le monde entier sous la menace d'un chantage nucléaire. Et ils utiliseraient ces armes pour rayer Israël de la carte. Eh bien, ils ne le feront pas. Nous ne les laisserons pas faire. L'Iran assure ne pas avoir visé l'hôpital, mais une base militaire à proximité. 2 autres quartiers de Tel Aviv ont été touchés. Sur les lieux d'une des frappes, le ministre israélien de la Défense cible directement l'ayatollah Khamenei. Khamenei est l'Hitler des temps modernes. Nous avons fixé les objectifs de la guerre, qui sont d'éliminer la menace nucléaire. Dans ce cadre, Tsahal a reçu des instructions et sait que pour atteindre tous ces objectifs, un tel homme ne peut être autorisé à continuer d'exister. Une nouvelle étape dans le conflit qui pourrait pousser les États-Unis à venir en aide à Israël, même si Donald Trump assure n'avoir pris aucune décision sur d'éventuelles frappes américaines. Alors, avant de vous interroger sur une éventuelle intervention américaine, est-ce que cet épisode de Beersheva et puis de manière générale les missiles qui tombent quotidiennement sur Israël montrent les failles du système de défense antiaérien d'Israël? De toute façon, il faut comprendre, c'est un système de défense qui n'est pas imperméable. C'est le système de défense le plus avancé au monde. Grâce à ce système de défense, entre 85 et 90% des missiles ne passent pas, de tout ce qui est tiré. Parce que ce n'est pas seulement des missiles, c'est des missiles balistiques, de croisière et des drones. Mais quand même, certains missiles passent et on les voit tomber. Je vous dirais plus, ce n'est pas seulement une attaque contre l'hôpital. Vous savez, les Iraniens ont utilisé des sous-munitions. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est des sous-munitions, mais c'est un missile qui explose et explose en beaucoup d'explosifs. Et ensuite, ils sont dispersés sur la population. Donc le but est vraiment de tuer le plus de civils possible. On lit qu'Israël, on a lu dans la presse américaine, dans le Wall Street Journal, qu'Israël risque une pénurie de ces missiles antimissiles, donc missiles de défense, missiles Arrow. Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui? D'abord, c'est vraiment un secret d'État. Secondo, on ne saurait pas rentrer dans cette guerre si nous n'avions pas suffisamment de défense. Et nous avons suffisamment de défense pour nous défendre contre l'Iran. Parlons des États-Unis, de l'éventuelle entrée des États-Unis dans la guerre. Donald Trump dit hésiter à entrer en guerre, qu'il n'a pas encore décidé. Selon vous, est-ce qu'il hésite vraiment encore ou est-ce que sa décision est prise? Est-ce que c'est imminent? Est-ce qu'il va quand? Est-ce que vous avez une idée de quand il va l'annoncer? Alors, je vous interromps, Gilles, parce qu'on a la Maison-Blanche qui indique à l'instant que Donald Trump prendra une décision sur l'Iran au cours des 2 prochaines semaines. Voilà. Et qu'il y a une possibilité substantielle de négocier avec l'Iran. Ça vient de tomber. Votre réaction? C'est une érection initiale. Je viens de le lire aussi. Le président avait donné 60 jours aux Iraniens de trouver un accord avec les Américains pour détruire leur programme nucléaire pour qu'ils n'aient plus la capacité d'enrichir. Les Iraniens ne les avaient pas pris au sérieux et n'avaient pas non plus pris au sérieux la possibilité que nous attaquions. Donc vous n'y croyez pas? Le président américain donne une option maintenant aux Iraniens. Voyons ce qu'ils feront avec. Vous êtes déçus? Parce que hier, le ton était plutôt les observateurs considéraient plutôt comme probable l'entrée en guerre rapide des États-Unis. Je vous ai entendu vous-même ce matin sur une autre chaîne dire que laissez entendre que vous y croyez. Et là, le président reparle de négociations avec l'Iran. Est-ce que vous êtes déçus par cette déclaration? Nous ne sommes pas déçus par cette déclaration. Surpris? Non plus, franchement, non. Parce que le président américain a ses priorités. Ça veut dire ce matin, je vous ai entendu. Non, mais ça veut dire l'échelle n'était pas de 15 jours. Oui, non, mais ça veut dire que ce matin, on m'a posé la question, est-ce que je pensais que ça allait se passer? Je dis d'une façon très claire, on ne fait pas avancer tant de forces pour rien. Maintenant, il est très possible que le but... Donc vous êtes surpris quand même? Le but que ces forces qui avancent est pour faire pression sur les Iraniens, pour leur faire comprendre, écoutez, les choses vont être sérieuses si vous ne négociez pas. Ce que les Iraniens, jusqu'à présent, n'ont pas accepté de faire. Est-ce qu'Israël a besoin aujourd'hui de l'aide des États-Unis? Toute aide est nécessaire, a dit aujourd'hui Benjamin Netanyahou. Nous avons besoin de l'aide des États-Unis pour la défense de nos cieux. Et nous la recevons. Qu'est-ce qui se passe exactement dans la discussion privée entre le Premier ministre et le président Trump? Je ne sais pas. Et je ne le saurai jamais. Mais s'il y a 2 semaines... je peux vous dire qu'ils ont des discussions très intimes et très profondes. Pendant 2 semaines, là, en attendant la décision du président Trump, qui manifestement n'est pas pour dans quelques heures, est-ce que vous allez continuer la guerre de la même manière?
Nous l'avons dit de façon très claire, la guerre continue parce que nous n'avons d'abord pas atteint tous nos buts militaires. Et une fois que nous aurons atteint nos buts militaires, la décision sera prise par le gouvernement si arrêter ou ne pas arrêter cette guerre. Et les buts n'ont pas changé. La destruction totale du programme militaire nucléaire. Et la seconde, c'est la destruction totale du programme balistique iranien que l'on voit utilisé contre nos populations civiles depuis le début de cette guerre. Je vous repose la question, Sonia. Sans les États-Unis, vous pouvez y arriver? Oui. Nous ne serions pas rentrés dans cette guerre si nous ne savions pas que nous pouvions y aboutir sans l'aide des États-Unis. Alors la guerre, elle continue en Iran, elle continue également à Gaza. La défense civile de Gaza a annoncé aujourd'hui que 76 personnes, dont 21 qui étaient venues chercher de l'aide humanitaire aujourd'hui, avaient été tuées aujourd'hui dans la bande de Gaza. On va regarder un sujet d'Alexandre Hébert et on en parle après. Dans une ambulance de fortune, ce jeune garçon arrive à l'hôpital Nasser de Khan Younes. Blessé, il est transporté sur un brancard en urgence. Mais certains n'ont pas eu cette chance. À l'intérieur, les blessés s'entassent aux côtés des cadavres de ceux qui n'ont pas survécu. 50 morts et près de 200 blessés selon la défense civile gazaoui, après un bombardement israélien près d'un centre d'aide humanitaire. Ils ont pris pour cible des gens ordinaires qui n'étaient pas armés. Ils étaient allés acheter du pain et de la farine pour leurs enfants et on les a tués de sang-froid. Ils nous tuent de sang-froid. Après avoir été totalement bloqués pendant plusieurs mois par Israël, l'aide humanitaire arrive désormais au compte-gouttes dans la bande de Gaza. Alors les habitants se ruent sur les livraisons dès qu'elles ont lieu, avec souvent des bousculades. Mais les centres de distribution et leurs alentours sont devenus des guêpiers. À l'image de ce rond-point, situé à moins d'1 kilomètre d'un des centres, et visé par une frappe israélienne au début du mois, alors qu'il s'agit d'un point de passage obligatoire pour accéder à la distribution, comme le rappelle ce communiqué de la Fondation humanitaire de Gaza. Nous rappelons à tous les résidents de rester sur la route désignée. Même sortir de la route représente un grand risque. La Gaza Humanitarian Foundation, ou GHF, seule association habilitée à distribuer l'aide humanitaire, en lieu et place des ONG et des Nations Unies. Créée pour l'occasion par les États-Unis et Israël, son fonctionnement et son financement sont décrits comme opaques. Et sa gestion de l'aide est largement critiquée, jusqu'aux Nations Unies. Je pense qu'il est juste de dire que d'un point de vue humanitaire, cette opération est un échec. Ils ne font pas ce qu'une opération humanitaire devrait faire, c'est-à-dire apporter de l'aide aux populations là où elles se trouvent en toute sécurité. Depuis le retour partiel de l'aide humanitaire à Gaza, près de 400 personnes seraient mortes en tentant d'y accéder, selon la défense civile gazaoui. Un bilan impossible à vérifier et contesté par Tsahal. Comment vous expliquez ces dizaines de morts dans ces distributions d'aide alimentaire menées par cette fondation? D'abord, je ne connais pas l'effet de ce dernier événement. Je dirais plusieurs choses. Premièrement, Hamas tire sur les Palestiniens et sur ceux qui travaillent pour les fondations. Et tire aussi pour ceux, on a présenté des preuves à ce sujet, qui tire aussi contre ceux qui viennent chercher l'aide humanitaire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'erreur faite de notre part. Ça peut arriver et nous les vérifions. Ensuite, l'aide humanitaire ne vient pas à compte-gouttes. Israël, avec les États-Unis, a distribué plus de 30 millions de repas aux Gazaouis. Et non seulement cela, mais il y a des centaines de camions qui font rentrer l'aide humanitaire à Gaza. Vous ne niez pas que les Gazaouis souffrent de la faim aujourd'hui? Le troisième point qui est très important, la raison pour laquelle nous avons mis en place ces mécanismes, c'était justement parce que le Hamas pillait l'aide humanitaire et la revendait aux Gazaouis. C'est pour ça que dans certains endroits de Gaza, on voyait qu'il y avait de la nourriture parce que c'était des gens qui avaient de l'argent, et dans d'autres, il n'en avait pas parce que le Hamas ne leur vendait pas cette aide humanitaire. Ils se sont enrichis pendant 2024. Ils ont reçu presque autant d'argent qu'ils recevaient en vendant l'aide humanitaire parce qu'ils recevaient de l'Iran. Et donc, on a conclu d'une façon très claire qu'il fallait donner l'aide humanitaire aux Palestiniens, aux Gazaouis, parce qu'ils en ont besoin. Et pourquoi ne pas laisser ceux qui savent faire, l'ONU, les organisations humanitaires? Parce que ceux qui savent faire, malheureusement, laisser le Hamas s'enrichir. C'est parce que ceux qui savent faire ont fait ça pendant 1 an, et grâce à eux, je ne dis pas qu'ils ont fait ça exprès, je ne sais pas, mais grâce à eux, le Hamas s'est enrichi en 1 an et a réussi à remplir ses fonds.
Alors, ce que nous avons décidé de faire, c'est de ne pas passer par les mêmes organisations qui, justement, je ne dis pas qu'ils faisaient exprès, mais collaboraient avec le Hamas, en le sachant ou sans le savoir. Et nous avons mis sur pied un mécanisme qui est un mécanisme que nous contrôlons et qui donc distribue directement l'assistance humanitaire aux Gazaouis. Et le dernier point, l'avant-dernier point, c'est que c'est une guerre terrible, que nous n'avons jamais demandé. C'est une guerre terrible et qu'elle peut se terminer. Elle peut se terminer demain, aujourd'hui, une fois que le Hamas libère nos otages. Nous avons encore 55 otages entre les mains du Hamas. Et c'est inhumain. Ça fait presque 2 ans qu'ils sont entre nous. 53, excusez-moi. Tuer des civils, c'est inhumain aussi. Non, tuer des civils, c'est inhumain aussi, mais on ne tue pas les civils en essayant de les cibler. Bien au contraire. Par contre, le Hamas, oui, utilise les civils, utilise les civils pour se protéger, et ils le disent d'une façon très claire. Et ils le disent d'une façon très claire. Nous avons besoin du sang des Palestiniens pour libérer Gaza. Néanmoins, et donc, ils le font exprès. Néanmoins, monsieur l'ambassadeur, on est tous frappés. Je voudrais vous montrer 2 images. Vous allez voir à gauche les frappes que vous avez été capable, les frappes extrêmement ciblées que vous avez été capable de faire à Téhéran pour abattre des dignitaires du régime. Et à droite, des frappes qui font des milliers de morts à Gaza. Est-ce que vous comprenez qu'on s'interroge sur le fait qu'une armée qui est capable d'une telle précision chirurgicale, et c'est vrai d'une certaine économie de vie humaine, eh bien, ne soit pas capable de la même chose à Gaza. Et face, il y a à ce jour 56 000 morts, dont la majorité sont des civils. Est-ce que vous comprenez que ça entre les 56 000 morts, nous savons avoir éliminé 25 000 terroristes du Hamas. Entre 56 000, 25 000 terroristes du Hamas. Alors, vous savez, il y a quelque chose qui est... Il reste quand même 25 à 30 000 morts civils. Vous savez, il y a quelque chose de terrible. Il y a quand même quelque chose de terrible. Rien demandé, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose de terrible dans la guerre, il y a des ratios. Vous savez. Alors, dans les guerres, malheureusement, c'est une guerre terrible, comme je le disais, qui nous a été imposée, mais c'est très malheureux, mais quand même, dans des guerres urbaines, qui est la guerre la plus difficile dans le passé, le ratio était pour chaque combattant qui était éliminé, il y avait 4 civils, ça c'est les guerres à Raqqa et à Mossoul, dans lesquelles les Français ont participé, et les Américains et d'autres, il y avait 4 civils pour chaque terroriste qui était éliminé. Vous savez, vous l'assumez ? Bien sûr qu'on assume. Bien sûr qu'on assume. Mais vous assumez de faire 4 victimes civiles ? Non, on ne fait pas 4 victimes civiles, justement. Si. Non, justement. Parce que si on a éliminé 25 000 terroristes... 2,5, disons. Si on a éliminé 25 000 terroristes, le ratio est de 1 sur 1,5. C'est un ratio terrible. Il faut quand même en parler. Mais c'est un ratio terrible, mais quand même... Ce n'est pas une guerre que nous avons demandée. C'est une guerre qui nous a été imposée. Elle pourrait se terminer demain matin. De plus en plus de voix, y compris en Israël, s'élèvent pour dénoncer le comportement de Benjamin Netanyahou, en particulier depuis la reprise des bombardements en mars dernier. On a entendu l'ancien ambassadeur à Paris, Eli Barnavi, un lointain prédécesseur, et l'ancien Premier ministre, ancien du Likoud, Ehud Olmert. On écoute l'ancien Premier ministre. Qui a passé un an et demi en prison. On l'écoute, vous réagissez après. C'était la guerre la plus juste et la plus compréhensible. Il n'y avait pas une autre façon pour Israël à réagir à cette meurtre terrible menée par le Hamas. À partir de mars 2025, l'État d'Israël n'a pas respecté cet accord qui a pu permettre la libération d'autres otages. Et c'est pour cela que cette guerre maintenant est une guerre où nos soldats, nous, sont tués. Il y a un grand danger que nos otages vont également être tués. Et on a aussi de personnes, de civils qui ne sont pas impliqués dans le terrorisme des habitants de Gaza. Ce n'est pas justifié pas de ce côté, pas de l'autre côté. Rien n'est justifié. Quand on mène une guerre de cette sorte, c'est une guerre pas légitime. Une guerre pas légitime est un crime. Un crime. Ce sont des voix israéliennes aujourd'hui qui le disent. Vaut mieux amener des gens qui n'ont pas fait 1 an et demi de prison pour corruption. Olmert, c'est d'accord, c'est un crime. C'est un criminel qui a fait 1 an et demi de prison pour avoir volé de l'argent. Alors, c'est vrai, Israël est un pays, est une démocratie. Tout peut être dit. Tout peut être dit. Et tout est légitime. Et il y a des voix contre le gouvernement, pour le gouvernement,
contre cette guerre. Et bien sûr qu'il y a des voix contre cette guerre, parce que c'est une guerre terrible. C'est une guerre qui dure presque 2 ans. Ça ne veut pas dire que Ehud Olmert est la voix qu'il faudrait amener, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est une guerre terrible. N'oublions pas. Il n'y avait pas ces voix israéliennes-là au début de la guerre. Là, on entend des Israéliens qui prennent la parole, qui ne le faisaient pas avant, pour dire là, stop. Mais madame, c'est nos enfants qui meurent. Hein, c'est nos enfants, en milliers, qui meurent. C'est des enfants qui reviennent sans une jambe, ou sans un bras, ou sans les yeux. C'est à cause de cette guerre. Elle est terrible. Bien sûr qu'on veut la terminer. Elle peut se terminer demain matin si le Hamas rend les otages. Qu'est-ce qu'un peuple normal peut faire? Dire au Hamas, bon, regardez-les, ça fait rien, ça ira? Mais non. Qu'ils rendent nos otages demain matin, cette guerre est terrible, qui est vraiment horrible, se termine. Et on aura besoin de générations pour réparer les 2 côtés de la frontière. Parce que ce n'est pas seulement les Palestiniens qui ont souffert, c'est aussi les Israéliens. Et à chaque fois qu'il y a un Palestinien qui meurt, les Israéliens souffrent finalement, intérieurement. Alors donc, elle doit se terminer, cette guerre. Mais elle doit se terminer parce qu'elle a commencé. La libération de nos otages. Parce que sans ça, on perd la raison d'être même notre même raison d'être. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, d'avoir été l'invité d'Autrement dit ce soir sur France Info.